C'est un mot qui évoque une relation incestueuse entre un pays et un continent. Un mot sulfureux qui évoque des affaires de corruption, d'intérêts privés, d'espions au service de groupes privés et publics. Ce mot, vous le connaissez, nous parlons de la France-Afrique. Aujourd'hui, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de La Grande Palabre. Et pour faire cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Glaser, donc deux journalistes. Antoine Glaser, journaliste spécialiste de l'Afrique, et plus particulièrement des liens entre la France et l'Afrique. Donc ça tombe bien, vous soyez là. Merci d'être là. Thomas Hoffnung, vous êtes aussi journaliste, vous avez travaillé pour le quotidien français Libération, avant de rejoindre The Conversation France. Je ne sais pas si je le dis bien. Très bien. C'est bien. Alors, nous avons le plaisir de vous recevoir pour un livre qui s'appelle Nos chers espions en Afrique, voilà, que vous avez fait ensemble, édité chez Fayard. Et nous allons parler justement de France-Afrique. Je vais commencer par souhaiter la bienvenue à tous les internautes qui nous rejoignent. Donc, cette émission est une émission libre, ouverte, sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook Live. On souhaite la bienvenue à tous les internautes qui nous rejoignent sur ce réseau via France 24 et RFI. Donc, on est ravis d'être là. Alors, pour commencer, donc faire une émission sur la France-Afrique, d'abord pour l'histoire de poser les bases, on va simplement essayer de définir ce qu'on entend par France-Afrique. Donc, Antoine Glaser, est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça veut dire, ce mot, la France-Afrique ? Alors, je pense qu'il faut quand même dire que la France-Afrique, c'est une période historique. La France-Afrique, il y a quand même, c'est de 1960, ça veut dire au moment des indépendances, jusqu'à la chute du mur de Berlin en 89-90, où il y avait un système intégré, politique, militaire, financier, où on disait toujours qu'il n'y avait pas un criquet qui stridulait en Afrique sans que le monsieur Afrique du général de Gaulle, Jacques Foccart, soit au courant. Donc, si on comprend, quand il y a eu la chute du mur de Berlin, finalement, la France-Afrique s'est un peu poursuivie, mais en fait, il y avait un système intégré qui a perduré. On a bien vu la chute du mur de Berlin du côté en Europe, au niveau de la réunification de l'Allemagne, mais on n'a pas vraiment vu en Afrique. Donc, il y a deux sens. Dans la France-Afrique, c'est vraiment une histoire historique où finalement, comme disait Jacques Foccart, ce qui est bon pour la France est bon pour l'Afrique. C'était un peu la négation un peu des histoires africaines, des réalités africaines, parce que l'Afrique, finalement, avait aidé à libérer la France, et en même temps, il y avait deux sens au niveau des mots. Il y avait la France-Afrique du Fouet-de-Boigny, des anciens présidents de cette France-Afrique qui croyaient réellement au destin, à une communauté de destin entre la France et l'Afrique, et puis la France-Afrique, bien plus des relations incestueuses, des associations comme Survie qui dit la France-Afrique, c'est les mallettes de billets pour les partis politiques en France. Donc vous avez deux sens de la France-Afrique, et la France-Afrique, c'est vraiment une période historique donnée, et quand ça s'est poursuivi, avec des réseaux privés, on était beaucoup plus dans ce que j'appellerais, c'est plus la France-Afrique d'État, mais c'était une France-Afrique finalement de réseaux privés. De réseaux privés. Alors, je profite pour souhaiter la bienvenue à Féno Armel qui nous suit depuis Paris. Bienvenue à lui. On a, ou à elle, peut-être que c'est elle d'ailleurs. Bonjour depuis Sang Mélina au Cameroun. Eric Le Pacha qui nous suit depuis Rabat au Maroc. Youssouf Moussa Kaloumi depuis Douala. Amel de Tunisie. Lors de la Côte d'Ivoire aussi, on a un béni de la Côte d'Ivoire. Et puis Fadia Lawara depuis l'Italie. Donc, grazie à lui, benvenuto. Oui, on parle toutes les langues sur cette émission. Bien sûr. Alors, donc, on a posé les bases, ce que ça veut dire France-Afrique. Je vous propose là, avant de vous donner la parole à vous, Thomas Hoffnung, de peut-être écouter le président Macron qui était à Ouaga donc l'année dernière en 2017, qui s'est exprimé devant les jeunes étudiants donc burkinabés et qui a parlé de sa relation finalement avec la France-Afrique et en définitive qui explique pourquoi est-ce que lui, il n'est pas de cette génération-là. Donc écoutons le président Macron à Ouaga et ensuite on revient pour commenter. Je suis comme vous, d'une génération qui n'a jamais connu l'Afrique comme un continent colonisé. Je suis d'une génération dont l'un des plus beaux souvenirs politiques est la victoire de Nelson Mandela et son combat contre l'apartheid, chassé par une solidarité panafricaine allant de Alger à Rabat, de Luanda à Conakry. C'est cela, l'histoire de notre génération. Aussi, je me refuse à toujours revenir sur les mêmes représentations d'hier. Il y a eu des combats.
Il y a eu des fautes et des crimes. Il y a eu des grandes choses et des histoires heureuses. Mais j'ai une conviction profonde. Notre responsabilité n'est pas de nous y enferrer. Notre responsabilité n'est pas de rester dans ce passé, mais de vivre l'aventure pleine et entière de cette génération. Voilà, donc c'était le président Macron à Ouaga. Si vous nous rejoignez, on est dans cette émission exceptionnelle autour de la France-Afrique. Donc, je le rappelais tout à l'heure, nous avons Antoine Glaser qui est là avec Thomas Hoffnung pour ce bouquin qui s'appelle « Nos chers espions en Afrique ». Donc, la question que je voulais vous poser à Thomas Hoffnung, c'est justement, est-ce qu'on doit croire le président Macron quand il dit finalement il n'est pas de cette génération-là et que c'est fini un petit peu la France-Afrique? Oui, ce qu'il faut noter, en fait, c'est que Emmanuel Macron n'est pas le premier à tenir ce discours. Et puis d'ailleurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy, eux aussi, enfin, c'est un peu plus vieux que lui, mais ils n'ont pas connu cette période faste, si je puis dire, entre guillemets, de la France-Afrique. Donc, encore une fois, il n'est pas le premier à tenir ce discours. Et ce qui est frappant, c'est que aussi bien Nicolas Sarkozy que François Hollande ont été rattrapés par ce qui reste de la France-Afrique. Pour moi, ce que disait Antoine, c'est la France-Afrique, c'est une sorte d'astre mort, en fait, qui continue. On voit encore les rayons, mais elle n'émet plus, en quelque sorte. En même temps, elle existe toujours d'une certaine manière quand on voit que la France intervient, fait cavalier seul au Mali en 2013, qu'elle intervient la même année en Centrafrique. Comme si elle était rattrapée, aussi parce qu'elle pense qu'elle a toujours des responsabilités historiques et politiques sur le. Mais est-ce que c'est les seules raisons? Alors après, économiquement, ce dont on parlait tout à l'heure, je pense qu'on n'est plus du tout à l'époque de Foccart. Les valises de billets, je pense que ça aussi, ça a changé. Il y a des virements maintenant, peut-être. Oui, il y a peut-être des virements, il y a des comptes offshore, ça peut être beaucoup plus indolore. Oui. Mais non, je pense que ça a changé et je crois même qu'on peut dire que les liens se sont distendus et que la France a perdu du terrain dans un certain nombre de pays, que ça soit même en Côte d'Ivoire, qui était un peu le chouchou de la France-Afrique. On voit bien au Gabon, les liens, il y a une génération qui s'efface. Et c'était les Houphouët-Boigny, les Bongo. Il reste Sassou au Congo. Mais comme on le raconte dans le livre, même Sassou a cru que la France récemment avait comploté contre lui en soutenant son rival Mokoko. Son rival, absolument. Donc ça veut dire que de part et d'autre, les générations changent finalement et que fatalement, les relations qui vont avec aussi changent de toute façon. Évoluent, on va dire. Je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas, ça évolue. Alors, on en profite pour remercier ceux qui nous suivent. Donc, Éric Le Pacha qui nous dit nous suivons avec beaucoup d'attention. Donc, on va essayer d'apporter beaucoup d'informations. Pourquoi le premier déplacement? Alors, on a une question de Amadou Daou qui nous dit pourquoi le premier déplacement de Macron hors d'Europe était le Mali et directement à Gao sans passer par Bamako. Alors oui, c'est une vraie question parce que je pense que ça a froissé les susceptibilités locales ou les sensibilités plutôt locales parce que normalement un président rend visite quand il se rend dans un pays, il va dans la capitale de ce pays. Oui. Et là justement pour moi c'était une faute j'allais dire presque de goût, mais peut-être plutôt même une faute diplomatique. Parce qu'il est allé voir les opérations militaires françaises. Exactement. En fait, donc d'un côté dire la France-Afrique c'est fini, je suis un homme d'une autre génération, et puis aller directement à Gao voir le dispositif français en contournant, enfin sans faire l'étape protocolaire d'aller voir le président de ce pays, je trouve que il y a une contradiction. Oui, mais est-ce que ça ne voulait pas dire aussi qu'à ce moment-là, l'État malien était un peu en faillite aussi? Absolument, je veux dire, c'est quasiment une claque à Ibrahim Boubacar Keïta, c'est Ibeka, de lui dire... D'ailleurs, les premières déclarations d'Emmanuel Macron, c'était de dire, voilà, moi je vais voir l'armée française, et parce que je suis comptable de la mort des Français, des soldats français, et l'air de dire, il faut que chacun prenne ses responsabilités maintenant. C'était un message non seulement à Ibeka, mais à l'ensemble des chefs d'État de la région, en leur disant, écoutez, moi je suis là, la France est là, mais il faut que chacun fasse son boulot. Il y a eu aussi un message vis-à-vis de l'Algérie. D'ailleurs, l'accord d'Alger n'a toujours pas vraiment avancé. Donc, c'était un message, ça veut dire Macron voulait être en rupture, de la même façon quand il est allé au Burkina Faso, à Ouagadougou, ça veut dire parce que comme il y avait eu le renversement de Blaise Compaoré, ce sont des messages qu'il adresse pour dire, voilà, moi, je prends
là, je suis dans la réelle politique, je prends en compte finalement les changements en Afrique. La réalité vraie, c'est que l'Afrique se mondialise et même s'ils voulaient faire différemment, les chefs d'État, ils en ont rien à foutre. Ils sont entiers dans leur salle d'attente. Oui. Donc Emmanuel Macron, pour eux, c'est maintenant, bon, c'est un par deux, ils se méfient quand même là où il y a une présence militaire française. Mais pour le reste du business et tout, ça se fait avec les Chinois, les Russes et même les partenaires européens de la France. L'Allemagne a double maintenant la France pour même dans des pays comme la Côte d'Ivoire. Ah oui, alors justement, c'est intéressant. On va justement parler de ces fameux présidents chouchous dont on a parlé, qui est d'ailleurs un des chapitres qui ouvre le livre. Justement, qui finalement, alors on a vu la chute de Blaise Compaoré qui s'est passée dans des conditions, voilà, mais il a quand même été exfiltré, donc ça veut dire que absolument, il ça a été exfiltré par l'armée française. Bah oui. Ça veut dire pour service rendu. Oui, ça veut dire alors qu'il aurait pu être, s'il avait été pris au Burkina Faso, il serait actuellement en prison, il serait actuellement jugé. Oui, c'est ce que Annick Girardin, d'ailleurs, qui était à l'époque secrétaire d'État, dit c'était pour éviter un bain de sang, tout simplement. Non, parce qu'en plus, il était descendu au camp de Pau, il était descendu au sud du Burkina Faso, et était exfiltré dans un avion français pour aller en Côte d'Ivoire, où il réside toujours. Donc, il y avait vraiment une volonté de la France pour le préserver, parce que c'est vrai que pendant des années, que ce soit par rapport au Libéria, pour accueillir Jonas Savimbi, l'UNITA, les anciens, tous les intérêts stratégiques de la France, Blaise Compaoré les a toujours défendus et soutenus. Donc voilà. Puis en ayant lui aussi son petit jardin secret, il disait pas tout aux Français, mais quand même, globalement, il était quand même... son implication sur les diamants, notamment... Mais toute l'histoire du Libéria, où finalement, la France, pendant quand même, faut quand même dire, appeler les choses, pendant très longtemps, la France a soutenu Charles Taylor pendant toute une période, surtout avec Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, qui voulait soutenir Charles Taylor contre d'autres forces localement, et ça se faisait avec la France et le Burkina Faso. Mais qui aujourd'hui est chouchou, ou qui doit... faire attention, faire ses valises. Mais il y a la France là, il faut pas croire que la France a les moyens de ça, mais les présidents chouchous, c'est ceux d'abord qui sont là depuis longue date. Il faut quand même dire qu'en Afrique, il faut dire que dans les pays francophones, je veux dire entre Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo qui est le fils de son père, je veux dire Paul Biya du Cameroun, même si c'est plutôt les Israéliens qui le protègent, mais je veux dire, quand même tous ces régimes au pouvoir sont souvent là depuis plus de 30 ans. Il y a Idriss Déby. Et puis même s'il y a une alternance avec Macky Sall, avec Abdoulaye Wade, mais Macky Sall était déjà quand même avec le PDS, était déjà au pouvoir, etc. en tant que Premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Donc il faut dire voilà, pour être bref, les services secrets français comme la France, qui perd pied en Afrique, ils préfèrent toujours un diable qu'ils connaissent à un ange qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Donc, les alternances et autres ne veut pas dire qu'ils vont les favoriser. Oui, ça c'est sûr. Alors, j'ai Armel Didier qui nous dit « J'ai toujours trouvé drôle ce débat. La France a des intérêts comme tous les pays. Elle s'en donne les moyens. Ça peut pas plaire à tout le monde. Alors, l'indépendance, ça se donne. Ça ne se donne pas, ça s'arrache. Les électeurs africains élisent des corrompus. Comment voulez-vous que ça change ?» Alors, non, mais elle a complètement raison. Ouais. On parle toujours de la France, ouais. Mais il y a une responsabilité réelle des dirigeants africains. Je sais pas ce qu'on en pense, Thomas, mais oui, non, elle a raison. Ouais. C'est vrai que c'est pas sens unique, c'est pas la France qui manigance tout, qui manipule tout. Je sais pas, par exemple, souvent il y a un débat sur l'exploitation de l'uranium au Niger. On a l'impression que la France fait ce qu'elle veut. Or, elle est quand même en discussion, enfin, elle est en négociation avec il y a un président souverain. Certes, on peut dire qu'il c'est pas tout, il n'y a pas un équilibre absolu entre la France et le Niger, bien sûr. Mais malgré tout, c'est une décision souveraine. Si le gouvernement du Niger dit, maintenant la France s'en va. Voilà, c'est un pays qui est souverain. C'est comme ça me rappelle les débats qu'il y avait eu en Côte d'Ivoire où Laurent Gbagbo, au moment de la crise ivoirienne, disait je vais chasser les Français, je vais demander aux militaires français de partir, et il le proclamait et puis il ne le faisait jamais. Donc voilà, il faut pas être manichéen, je pense, dans ce débat. Il faut voir précisément. Par exemple, c'est vrai que pour tout ce qui concerne l'uranium, la France considère que l'uranium du Niger, quelque part, que c'est son uranium, parce que c'est de l'uranium nucléaire, c'est l'uranium stratégique qu'elle utilise pour ses sous-marins. Donc, je pense que la marge de manœuvre là de
d'Issoufou doit être assez mince. Mais bon, mais dans d'autres domaines, c'est vrai que c'est un peu différent. Puis ça dépend des pays. Il faut voir pays par pays. Mais encore une fois, vous avez des pays, même tous les pays d'Afrique centrale. Franchement, ce qu'on voit dans les infrastructures, dans le business et autres, ce sont les Chinois. Même en Côte d'Ivoire, les Chinois sont passés de 5% à 11%, alors que le marché des entreprises françaises est descendu de 11 à 5. Je veux dire, c'était eux, ils contrôlaient tout. C'est pour ça que si on ne comprend pas la période historique de la France-Afrique, où la France était dominante en situation de monopole, les choses ont quand même changé. Je voudrais juste ajouter un mot sur les présidents chouchous, un propos qui nous a été tenu par une des personnes qu'on a rencontrées pour le livre. On peut pas, bien sûr, tous les citer parce que s'ils sont dans des fonctions un peu confidentielles. Mais je me souviens d'un haut responsable qui nous disait, on a bien aimé Idriss Déby le Malien et moins Idriss Déby le Centrafricain. Pourquoi? Parce qu'au Mali, il était là, il a joué l'allié de la France. Il a envoyé des soldats qui ont payé le prix du sang dans le nord du Mali. Et en Centrafrique, il a poursuivi son propre agenda avec la Séléka. Et on voyait bien c'était pas le même que celui de la France. Et donc, je trouve que c'est un exemple intéressant parce que ça montre que les dirigeants africains, ils sont pas le doigt sur la couture du pantalon face à la France, bien entendu. Bien entendu, évidemment. On va peut-être passer justement à il y a deux aspects dans la France-Afrique souvent qu'on cite. Antoine Glaser l'a dit tout à l'heure. Il y a évidemment le côté porteur de valises, donc financement occulte, clairement des partis politiques et des campagnes politiques françaises. Et de l'autre côté, il y a les biens mal acquis, justement, dont Thomas Hoffnung d'ailleurs a fait un livre avec Harel. Xavier Harel. Ouais. Alors, on va peut-être commencer par ces porteurs de valises. On va peut-être évacuer cette question. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Je veux dire, maintenant, je pense c'est vrai que ça a été institutionnalisé, même dans les mémoires de Jacques Foccart. À un moment donné, c'est intéressant parce que c'était la période de Pompidou. Il va voir qu'il était président à cette époque-là. Il lui dire, vous savez, monsieur le président, voilà, le président Houphouët-Boigny m'a donné de l'argent, là, pour le parti et tout. Alors Pompidou, il dit, oui, c'est bien, vous le remercierez de ma part, etc. Donc, je veux dire, c'est un secret de polichinelle que les présidents africains, pour assurer leur maintien au pouvoir pendant toute la période de la guerre froide, ont financé les partis politiques en France, qui était le parti gaulliste triomphant, pour assurer leur survie. Il y avait deux choses qui assuraient leur survie. La mainmise de la France, priorité sur les matières premières stratégiques, du pétrole en Afrique centrale et de l'uranium surtout en Afrique centrale, mais au Niger et dans toute la période d'Afrique de l'Ouest. Et leur deuxième survie, c'était de financer, c'était une sorte de rétrocommission de financer les partis politiques en France. Et ça a explosé avec l'affaire Elf. Quand on a vu que l'affaire Elf, finalement, c'était un jeu de bonneteau, il y avait tant pour les partis, c'est comme un beau jardin, tous les partis politiques, touchaient d'une façon ou d'une autre. C'était absolument impressionnant. Oui, mais il n'en est rien sorti de tout ça, on est d'accord. Alors, il en est rien sorti ici, c'est que finalement, la France n'a pu qu'être verrouillée parce que ces chefs d'État qui paraissaient toujours être petits pions de la France, ils avaient quand même des marges de manœuvre, parce que qui osait à Paris dire quoi que ce soit contre Omar Bongo à l'époque? Personne. Sinon, il avait rapidement un papier dans un canard français qui allait dire tiens, on a financé un tel. C'est sans parler de films et tout. Mais la deuxième chose, c'est que maintenant, on est plus dans des réseaux privés. Ça veut dire que les chefs d'État africains se payent des réseaux d'influence parmi les anciens militaires, un certain nombre de hauts fonctionnaires français qui sont maintenant dans le privé. Ils sont plus du tout, même s'ils sortent en temps de drapeau français, mais ils sont beaucoup plus aux ordres ou dans la main qui paye commande de chefs d'État africains que de la France. Que de la France. Peut-être un mot justement des biens mal acquis, qui est l'autre versant, avec un cas emblématique, celui des Obiang, peut-être. Oui, un cas emblématique avec cet immeuble qui appartient à la famille Obiang. Enfin, les Obiang disent qu'en fait, il appartient à l'État de Guinée équatoriale, mais justement, on voit bien que là, il y a une confusion entre les deniers de l'État et les deniers privés. Et donc, il y a cette procédure judiciaire qui a été ouverte en France, qui est inédite et qui crée un précédent. On voit des dirigeants de pays africains qui sont poursuivis pour détournement de fonds publics et blanchiment à travers des achats de très luxueux, de mobilier ou immobilier à Paris. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas perdu pour tout le monde. Ce qu'on a raconté avec Xavier Harel dans ce livre, c'est que il y a un certain nombre de personnes en France, bien sûr, qui profitent de cette manne. Les magasins de haute couture, les agents immobiliers. Donc tout le monde a trouvé son compte pendant un bon bout de temps.
sauf que la société civile s'est mise en travers avec des ONG comme Transparency International ou des avocats comme William Bourdon, et ça a changé un peu les règles du jeu. Ce qui est intéressant aussi à dire, c'est que ce qui gêne beaucoup plus les chefs d'État, c'est moins finalement la justice en France, parce qu'ils arrivent toujours à faire traîner, ils se payent des bons avocats. Ce qui les gêne, c'est la médiatisation. Ce qui a tué Teodorino Obiang, c'est quand il a vu ses bagnoles de sport embarquées à avenue Foch et c'est passé à la télé. Oui, absolument. C'est le bad buzz, en fait, on va dire. Alors, donc, on va peut-être passer là. Donc, votre livre est fourmi de détails, très intéressant parce qu'on va évidemment au cœur de ce que c'est le dispositif de renseignement français, les espions, la DGSE. On essaye de comprendre un petit peu. Et là, il y a 2 exemples, moi, qui m'ont plu et qui m'ont interpellée. Est-ce que vous pourrez nous expliquer, justement, Antoine Glaser, d'où vient cette filière corse et comment ça se fait que finalement, c'est les Corses qui ont... Les Corses, on dit toujours que les Bretons allaient dans la marine, la gendarmerie, et les Corses étaient plutôt dans la police à l'intérieur. Et c'est vrai que pendant très longtemps en Afrique, dans tous les ministères de l'Intérieur, ils étaient des conseillers techniques. Donc il y a une présence corse très importante au niveau de la police, même actuellement, même dans la DGSI pendant très longtemps. Et c'est vrai que à un moment donné, c'est eux qui ont créé les casinos. Quand vous avez casinos, ensuite les PMU, ils ont l'idée incroyable de faire jouer les parieurs africains sur, les bourrins, sur les chevaux qui tournent à Longchamp et Vincennes. Ils avaient été très forts. Ils avaient créé un grand prix de l'amitié France-Afrique, dont la première dame du pays en question, une fois c'est le Cameroun, une fois le Burkina Faso et autres. Et il y avait un gala de la première dame financé par ce truc-là. C'est une manne financière. À un moment donné, les paris africains en France, ça représentait plus que l'aide au développement d'un certain nombre de pays. Donc c'était très important. Et les Corses, c'est une source de renseignement extraordinaire. Et comme renseignement ne marche pas avec justice, finalement, si vous êtes de la DGSE, vous êtes un officier de la DGSE, si vous avez un honorable correspondant corse qui vous raconte qui vient dans les casinos, quelles sont les élites locales qui sont les plus riches et comment ça se passe au palais, dans les jeux de pouvoir et autres, c'est sûr que ces honorables correspondants sont précieux. Ah oui, c'est sûr. Et alors, d'autres qui sont précieux, peut-être dire un mot des Israéliens, parce que il y a une anecdote assez savoureuse dedans. Vous rencontrez un officier, un espion, un ancien de la Mossad, du Mossad, qui dit, on sait pas, en tout cas, qui vous fait une démonstration en direct avec son téléphone portable. Et quelqu'un veut nous raconter ça? Simplement, c'est vrai, c'est un peu surprenant. Il prend le truc et il dit, voilà, il y a tel président qui est actuellement en visite à Paris. Je peux vous dire que là, il est sur les Champs-Élysées, il est en train de faire les courses à tel endroit et tout. Alors déjà, vous êtes un peu gêné, on se sent déjà un peu voyeur. Puis à un moment donné, il dit, et vous voyez la jeune femme qui est avec lui et tout, regardez, il arrive à hacker non seulement ses mails, mais ses contacts. À ce moment-là, vous tournez la tête et tout, vous êtes un peu gêné, et il vous fait comprendre qu'il saura bien vous retrouver. Ah oui, si jamais on donne un pseudo, on donne pas son nom. Ah, c'est dommage. Il a hacké le téléphone des journalistes qui sont venus le voir. Donc, il peut vous retrouver à n'importe quel moment. Alors, peut-être, on va passer à la Chine, là, parce qu'on en a dit un mot tout à l'heure rapidement, mais effectivement, la France s'est fait doubler, damer le pion en côté... des échanges extérieurs au profit de la Chine, qui a pris, qui truste la première place en 10 ans. Comment on explique ça? Est-ce qu'on connaît justement la politique africaine de la Chine? Oui, elle a une politique africaine, ça c'est évident. C'était surtout au niveau économique. La Chine, pendant longtemps, a dit qu'elle ne faisait pas de politique. Ce qui l'intéressait, c'était le business, le développement, et c'est vrai qu'on l'a tous vu sur le continent. Enfin, les internautes, les personnes qui sont présentes le voient bien. Il y a des produits qui sont beaucoup plus accessibles parce qu'ils viennent de Chine et ils sont produits à bas prix, des mobilets, des motos, etc. Il y a vraiment énormément de produits qui sont arrivés grâce aux Chinois. Mais alors, est-ce que les Chinois sont présents politiquement? D'abord, on voit bien qu'ils ont poussé un certain nombre de pays africains qui avaient des liens avec Taïwan à les abandonner. À les rompre, oui. À les rompre. De façon ostentatoire en plus souvent. Voilà, donc c'est aussi une zone bien sûr d'influence politique. Et puis au niveau renseignement, on nous dit, les Français disent non, les Chinois sont pas très présents. Mais en même temps, ce qu'on raconte dans le livre, c'est que les services français dissuadent certains de leurs partenaires, de leurs meilleurs partenaires africains, de s'équiper en matériel, par exemple d'écoute, d'interception technologique chinois, parce qu'il y a cet exemple qu'on a en tête, c'est que les Chinois
qui ont construit le siège de l'Union africaine. L'Union africaine, absolument. À Addis Abeba, on s'est aperçu qu'il y avait aussi ça, il pouvait y avoir des choses dans les murs ont des oreilles. Mais c'est de bonne guerre, non? Les Américains ont fait la même chose aussi, non? Oui, les Américains et les Français, veulent garder la main mise sur un certain nombre de chasses gardées, et maintenant ils se retrouvent avec les Chinois qui font de l'entrisme aussi, donc au niveau du renseignement. Au niveau du renseignement. Alors là, on va passer au dossier secret justement de la DGSE. J'en ai sélectionné donc 4 dans votre livre, qui sont peut-être pour nos internautes, ou peut-être à titre personnel aussi, un peu emblématique. J'aimerais bien qu'on commence un petit peu par dire, par exemple, sur le camp Tcharoy, le massacre du camp Tcharoy en 1944, donc au Sénégal. Justement, où en est le dossier, justement? Alors, c'est un des dossiers, c'est vrai, emblématique de tout ce qui est secret, confidentiel de défense. C'est à chaque fois, c'est toujours une personne, une historienne ou un journaliste qui va enquêter. Armelle Mabon, là, dans ce cas. Là, c'est Armelle Mabon. C'est une historienne qui a insisté, qui a été voir les archives à Vincennes, militaires et autres, et elle s'est rendue compte qu'il y avait bien sûr un certain nombre de mensonges, mais beaucoup plus grave que ça veut dire se rendu compte que alors on dit toujours des tirailleurs sénégalais, on sait qu'il n'y avait pas que sénégalais, des Maliens et autres. En l'occurrence, là, c'était des Sénégalais qui étaient rentrés chez eux, qui avaient un certain nombre de revendications de soldes qui n'avaient pas été payés et qui ont été carrément massacrés par des officiers français. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que elle pense qu'il y en a beaucoup plus que ce qui est dit officiellement. Que ce qui était dit officiellement. Donc, c'était un vrai massacre. C'était à l'époque de François Hollande qui a dit, on va faire, quand il est allé au Sénégal, on va faire on va savoir la vérité, on va ouvrir et tout. Sauf que, très souvent, même quand, pour avoir le confidentiel défense, il y a une commission d'enquête parlementaire, et très souvent, les documents qui sortent sont caviardés pour une raison ou pour une autre. Donc c'est-à-dire tellement barrés qu'on peut pas lire. Ça veut dire qu'on ne sait pas trop exactement ce qu'il en est. Donc pour l'instant, franchement, là-dessus, sur ce dossier-là, on peut pas dire que la lumière a été faite. Oui. Et alors, peut-être sur le Rwanda, justement, peut-être dire les dossiers secrets qui entourent l'implication de la France, notamment avec l'opération Turquoise. Alors sur le Rwanda, on en saura plus. En tout cas, ce qu'on dit dans le livre, c'est on raconte que le patron de la DGSE de l'époque avait dissuadé, en tout cas on l'avait consulté pour savoir ce qu'il préconisait par rapport à l'avancée des rebelles à l'époque de Paul Kagame, et la DGSE avait plutôt avait freiné des cas de fer en disant d'abord nous on n'est pas présent sur place. Ce qu'il faut savoir, c'est que faut pas non plus surestimer les pouvoirs de la France. La France, ses espions ne sont pas partout. Oui, c'est pas 54 pays qui sont couverts. Exactement. Donc elle a des points forts dans l'Ouest, Afrique de l'Ouest, Afrique francophone centrale en général, pour l'essentiel. Et le Rwanda, c'était pas une place forte de la France. Donc la DGSE n'était pas présente sur place et avait plutôt donc incité le gouvernement français à ne pas s'impliquer. Malheureusement, il l'a fait, et puis il a été ensuite rattrapé par le génocide. On voit bien aussi là aussi dans la procédure en cours, la procédure judiciaire, que les documents sont caviardés, pas parce qu'ils sont gênants, je pense, pour la DGSE, mais plus pour l'implication de l'armée. Jusqu'où a été l'armée? Effectivement, l'opération Turquoise, opération militaro-humanitaire. La question reste ouverte. Est-ce que vraiment c'était remettre en selle le régime Hutu? C'est difficile à dire. Personnellement, je ne le crois pas. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ces documents, ils sont souvent caviardés. Puis on dit l'armée, mais aussi on sous-estime les dirigeants politiques français, parce que beaucoup de militaires recevaient des consignes, même s'il y avait le syndrome de Fashoda en disant oui, Paul Kagame, il arrive de l'Ouganda, donc c'est les anglo-saxons, ce qui était une réalité. Mais en même temps, c'est vrai que les politiques français, au nom du syndrome, là, c'était le syndrome de la Baule, en disant finalement les Hutus, ils sont majoritaires, c'est la Baule, ils seront là pendant des générations. Il disait aux journalistes à l'Élysée, ne nous emmerdez pas, le petit père Abiyarimana, il sera là pour des années et des années. D'accord. Alors juste, on n'aura pas le temps d'aborder toutes les questions, mais un dernier mot très rapide sur Ghislaine Dupont et Claude Vernon, qui sont justement qui étaient nos anciens collègues de RFI, qui ont été malheureusement
malheureusement tués de façon extrêmement brutale au Mali, justement. Est-ce que les familles peuvent attendre quelque chose rapidement là-dessus? Pareil? Alors d'abord, oui, ça va faire bientôt, dans quelques jours, 5 ans Oui, qu'ils ont été, absolument. ils ont été exécutés dans le nord du Mali. Il y a, là aussi, il y a une procédure judiciaire qui est en cours. L'attention se focalise sur, notamment sur est-ce que c'est lié à des contreparties financières qui n'auraient pas été versées à des preneurs d'otages, puisque leur enlèvement et leur exécution suit de très peu la libération de 4 otages français, les 4 otages d'Arlit. Et puis aussi sur le fait que les militaires français auraient pris en chasse les ravisseurs, mais ça, est-ce qu'on peut leur en vouloir, est-ce qu'on peut leur reprocher? Voilà, mais comme il y a cette histoire d'otages et de versement de rançon, là je parle des 4 otages d'Arlit, ça brouille un peu la procédure et ça empêche l'ouverture, enfin ça bloque en tout cas l'ouverture. Il faut dire que l'armée française étant complètement contrôlant toute la région, ils n'avaient pas envie non plus qu'il y ait vraiment des enquêtes parce que voilà, protégeaient certains, etc. Il y avait des deals secrets qui se faisaient, ils n'ont pas envie que ces deals secrets soient révélés. D'accord. Alors, franchement, vous lirez le livre pour avoir tous les autres détails. C'est passionnant. Alors ça, vous aurez toutes les anecdotes et vous irez évidemment dans tous ces dossiers-là dont on a parlé pour avoir, voilà, le croustillant. Parce qu'il y a du croustillant aussi dans ce livre. Alors, juste pour terminer, Sadou Doumbou qui nous dit « L'avenir de l'humanité est en Afrique ». Alors, ce n'est pas étonnant que ce cordon ombilical n'ait pas été coupé. Les Africains doivent prendre en charge leur destin et comprendre leur place dans le monde. Nous avons, nous, les dirigeants et les ressources humaines, pour jouer le rôle de locomotive. Là est la question. Merci à lui. On verra bien. Donc, c'est pour moi l'occasion de remercier tout le monde, évidemment nos invités, Thomas Hoffnung, Antoine Glaser pour cette émission. C'est ainsi que se termine cette émission. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, à Charlotte sans qui je ne suis rien, n'est-ce pas, à Kader Souel qui a fait cette réalisation. Merci à tout le monde et puis aux internautes qui ont été là, qui ont été nombreux, qui nous ont accompagnés. N'hésitez pas à partager cette émission, à la critiquer, à la rendre riche, etc., etc. Partagez-la avec vos proches. Ça, c'est sans modération, il paraît. Merci à vous. Merci.